Je vais demander à Vincent Gardet de nous rejoindre. Vincent est étudiant en master dynamique et conservation de la biodiversité à l'université Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes membre du groupe naturaliste Tétra-Jura et également vous participez à l'Office des données naturalistes du Grand Est, l'ODONAT, qui met en réseau 29 associations. Et je vous laisse la parole pour 15 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme il l'a dit, je suis Vincent Gardet du groupe Tétra-Jura. Je suis effectivement revenu dans l'association et j'ai arrêté de travailler pour Odonat Grand Est. Le groupe Tétra-Jura, rapidement, c'est une association qui a été créée en 91 qui avait pour but de suivre le Grand Tétras et la Géinote des Bois sur le massif jurassien français et qui maintenant s'est élargie à globalement la préservation de la biodiversité des forêts d'altitude du massif jurassien. Je remercie évidemment le financeur de la participation du groupe Tétra-Jura, qui est la région BFC. Et puis moi, je vais vous parler du Grand Tétras et du changement climatique, et je vais vous présenter deux outils au service de la conservation de l'oiseau dans le massif jurassien. Globalement, il y aura 3 axes dans cette présentation, qui vont être assez courts pour permettre de faire tout ce qu'il faut. Le premier sur, globalement, Grand Tétras et changement climatique. Quels sont les changements climatiques dans la forêt jurassienne? Et puis, je vais vous présenter les deux outils. Très rapidement, le Grand Tétras, il est présent dans 3 massifs en France. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est la situation dans le Jura français, où on estime qu'il y a 280 adultes reproducteurs en 2020. Ce chiffre sera réactualisé l'an prochain. Si jamais vous souhaitez discuter de tout ça, on pourra le faire plus tard. Donc nous, on va se concentrer dans le massif jurassien, comme je disais, où l'aire de répartition du Grand Tétras, qui était auparavant dans toutes les taches que vous voyez sur cette carte, maintenant, ça ne concerne plus que les zones vertes, voilà, en 2020. Passons à la première partie, qui est l'impact du changement climatique dans les forêts jurassiennes. Pour vous expliquer tout ça, j'ai fait un schéma illustratif qui est non exhaustif et largement simplifié, simplement pour pouvoir discuter avec vous et vous expliquer ça simplement. Voici une forêt avec donc la biodiversité qu'elle contient et son rythme de précipitation et de météo au sens global. Ces forêts, elles ont déjà évolué depuis de nombreuses années et les usages se multiplient dans cette forêt. La répartition des espèces se modifie également, à la fois végétale et animale. Et puis maintenant vient le changement climatique. Le changement climatique, il va augmenter la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques. Et donc, en hiver, on va peut-être avoir donc moins de neige au global, mais des épisodes de neige bien plus importants lorsqu'ils sont présents, mais qui va rapidement fondre ou qui va vraiment pas faire un manteau neigeux qui est permanent. Et puis, pareil pour les épisodes de pluie, ils vont se faire plus rares mais plus intenses. Un des impacts de ça, c'est qu'il va y avoir donc plus de périodes de chaleur et qui vont être plus intenses. Et il y a un insecte, globalement, qui s'appelle le scolite typographe, qui est naturellement un insecte qui va venir attaquer les arbres un petit peu affaiblis, notamment le sapin et l'épicéa. Et puis en fait, avec l'augmentation des périodes de chaleur et puis de la chaleur précoce notamment, il va pouvoir augmenter le nombre de cycles qu'il est capable de faire dans l'année. Donc il va à la fois augmenter son abondance, mais aussi les dégâts qu'il est capable de faire. Et puis évidemment, ces sécheresses, elles sont consécutives, c'est-à-dire qu'en 2022, en 2023, on a observé ces sécheresses qui se répètent. Et donc ça va occasionner une mortalité bien plus importante des arbres, et particulièrement des résineux qui doivent à la fois faire face à la sécheresse, mais aussi au scolite, qui est aussi bien plus puissant. Et donc ça crée une forêt qui est en difficulté, à la fois dans sa croissance et dans sa santé au global. Et donc il va y avoir une mortalité bien plus importante. Après évacuation des chablis, il va rester des zones très ouvertes dans lesquelles il va y avoir un paysage forestier complètement bouleversé. Et les espèces qui s'y trouvent vont donc être différentes et affectées elles aussi. Je tiens à préciser que ça, c'est une martre. Voilà, prenez-le en tant que tel.
Et puis, en fait, là, il va y avoir des secteurs où la dynamique forestière va complètement changer, avec notamment une apparition assez intensive du feuillu et notamment du hêtre, qui est assez dynamique sur ces secteurs-là. Et puis un autre aspect du changement climatique, c'est aussi qu'il va y avoir un risque d'incendie bien plus important, et donc qu'il y a certains secteurs de forêt dont on va vouloir éteindre les feux qui pourraient s'y développer, notamment dans ce secteur-là, par exemple, sur mon schéma. Et donc, pour pouvoir connecter ces deux dessertes et pour pouvoir agir sur cet espace-ci, je vais créer une desserte forestière, et donc on va encore supprimer une portion de l'habitat pour les espèces qui sont présentes. Et donc aussi modifier le paysage forestier sur cette zone. Et puis avec la réduction du manteau neigeux et l'augmentation de à la fois notre nombre en tant qu'humains et de la fréquentation qu'on a des espaces naturels à proximité, on va avoir aussi une augmentation de la fréquentation globalement qui va pouvoir se répartir sur tous ces axes ouverts et donc qui rend la forêt bien plus accessible. Au global, donc je vous ai présenté que quelques effets du changement climatique, c'est déjà assez. On est passé d'une forêt majoritairement résineuse à une forêt majoritairement feuillue et fragilisée, avec une fréquentation augmentée et peu de patchs d'habitat qui restent quand même globalement difficilement accessibles pour les humains et les prédateurs. Donc ça se traduit par quelques petites photos qu'on a prises dans les forêts jurassiennes avec l'impact du scolite, l'impact de la création de dessertes à la fois pour l'exploitation forestière, mais aussi pour la desserte incendie. Mais aussi par les dépérissements massifs de certaines zones où on va avoir des arbres qui vont être attaqués massivement par le scolite notamment. Donc ça crée vraiment des taches dans le paysage. Et puis ces manifestations historiques hivernales, sans citer la transjurassienne, la traversée du massacre ou encore l'envolée nordique, qui sont soit obligés de muter, soit de disparaître. L'envolée du massacre sur les 4 dernières années n'a pu être réalisée qu'une seule fois, en 2022. Et puis par contre, la Transju Cyclo, donc qui est une nouvelle course de vélo, se passe très bien. La Transju Trail aussi. J'ai fini pour ce premier axe, et maintenant je vais vous parler de deux protocoles, enfin deux outils qu'on met en place pour la conservation du grand tétras. Le premier, on se situe dans la forêt de Champfromier, donc qui est vraiment tout au sud de l'aire de répartition du grand tétras. Et puis dans ce massif, on s'est posé une question, c'est comment pouvoir quantifier, qualifier et localiser les différents usages de la forêt. Comment est-ce que en fait, la fréquentation se distribue au cours du temps. Et puis comment est-ce qu'on peut avoir des données fiables pour avoir des prises de décision qui soient au regard des enjeux qui se passent dans les forêts. Donc on a développé tout un protocole que je vais vous décrire juste après. On l'a appliqué entre 2023 et 2024 sur une année. On est en train de faire le rapport, je suis en train de faire le rapport qui est la fin de cette étude-là. Et puis il y aura notamment tout un volet critique et propositions d'amélioration dans ce volet. Et puis on sait déjà qu'en 2024, on va pouvoir le refaire sur cette zone et puis potentiellement l'implémenter sur d'autres massifs forestiers. Ce protocole, il est rendu possible par 45 pièges photos qui sont mis sur dans cette forêt-ci. Il y en a 5 qui permettent d'évaluer la fréquentation totale de la forêt, c'est-à-dire le nombre de personnes qui rentrent dans la forêt par les usages principaux. Et puis il y en a 20, plus 20, donc c'est-à-dire 40, qui vont évaluer comment est-ce que cette fréquentation se distribue. Une fois que les gens sont rentrés, où est-ce qu'ils vont dans la forêt? Et donc, il y a 20 pièges qui ont été mis sur les entrées principales, 20 pièges qui ont été mis sur les routes et les pistes de ce massif-là, mais 20 complètement hors piste, complètement aléatoirement, évidemment dans les secteurs où on a l'autorisation des propriétaires de mettre des pièges photos. Et puis, il y a aussi des questionnaires sociaux qui ont été réalisés, mais je ne vais pas du tout me pencher dessus. Et puis les analyses sont réalisées en collaboration avec l'association Arocha, donc Timothée Schwartz pour ne pas le citer, qui est un biostatisticien, qui nous a aidé également à créer ce protocole et à l'entretenir. Et puis, pour vous donner une idée, on a récolté 190 000 images donc de plein de choses dans la forêt en une année. Et donc je ne voudrais pas être la personne qui les trie manuellement.
Donc pour ça, on a utilisé un logiciel qui s'appelle DeepFaune, qui est développé par le CNRS, qui nous permet d'identifier automatiquement le sujet des images quand il y en a tant. Troisième volet, maintenant, nos modèles LIDAR. Le LIDAR, simplement, c'est une technologie qui permet très globalement de scanner la végétation d'un espace par avion. Et donc, nous, dans le cadre d'une thèse en 2018, on a pu déjà faire un survol du massif jurassien. Ça nous permet d'avoir des cartes qui nous disent globalement les arbres sont plus hauts sur cet espace, il y a une pénétration de la lumière qui est bien plus importante dans cet autre espace de la forêt, etc., qui permettent vraiment de décrire la forêt globalement. Et puis, on a sélectionné les variables les plus pertinentes, et avec ça, donc elles se retrouvent ici, les variables environnementales, avec ça, on a pu créer un modèle qui, sur la base de nos traces et de nos points GPS d'indice de présence du grand tétra et de la GINOT, on a pu réaliser des cartes qui présentent l'abondance relative des indices de grand tétra, globalement, où est-ce que les habitats sont bons pour le grand tétra, où est-ce qu'ils sont un petit peu plus mauvais. À l'avenir, on aimerait pouvoir intégrer dans ces modèles-ci une variable climatique. Donc si jamais vous avez des infos, des méthodes, des papiers, des personnes ressources, voilà, vous pouvez largement venir nous en discuter, enfin nous en informer, et puis ce sera des personnes qui seront mobilisées plus tard. On est déjà en train de remettre à jour ces modèles avec les images fournies par l'IGN dans le cadre du programme LIDAR HD, qui sont vraiment des images renouvelées de 2022 du massif jurassien. Donc pour avoir des modèles qui soient bien plus pertinents, bien plus actuels. Et donc ce LIDAR, on l'utilise de différentes manières. La première, c'est l'estimation quantitative des impacts des itinéraires hivernaux sur un secteur. Globalement, ça veut dire que sur un massif dans lequel il y a une activité hivernale, on va pouvoir classer les pistes, les itinéraires hivernaux, par rapport à leur impact sur la population de grand tétra, et donc orienter nos mesures de gestion, de conservation sur ces itinéraires préférentiellement. On peut aussi identifier les endroits où la forêt est la plus, on va dire, propice, entre guillemets, les endroits où on va pouvoir créer une desserte avec le minimum d'impact, c'est-à-dire identifier les endroits où l'habitat pour le grand tétra est le plus dégradé et faire passer les dessertes forestières préférentiellement dans ces secteurs-là plutôt que dans des bons habitats. On peut aussi l'utiliser pour délimiter les surfaces de travaux forestiers en sachant qu'effectivement, il y a ces habitats qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, et on va donc pouvoir délimiter où est-ce qu'on se concentre pour nos travaux forestiers. Enfin, pour les travaux forestiers que nous ne réalisons pas, que nous coordonnons. On a aussi une plateforme en ligne sur laquelle on diffuse ce LIDAR pour pouvoir faire des recommandations de gestion pour les propriétaires forestiers publics et privés. Et puis dans le futur, on aimerait l'utiliser pour un protocole qui estime la présence et la dynamique de la GINOT des bois, qui est le parent pauvre en termes de communication sur les tétraoninés, qui est la petite cousine du grand tétra, entre guillemets. J'en ai terminé avec tout ce que je voulais vous dire. Pour plus d'informations, il y a mon poster qui est affiché pas loin d'ici, juste en face. Je suis présent donc jusqu'aujourd'hui, évidemment. Et puis, il y a nos adresses mail donc à ma directrice et à moi-même qui sont présentes juste au-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et notamment d'avoir gardé le temps. Et merci pour toutes ces précisions. J'avais juste une question qui était liée un peu à une actualité qui ne concerne pas le grand tétra directement, mais qui, du coup, génère pour moi une question sur l'oiseau que vous suivez. Le 17 juillet dernier, en Isère, un chasseur a été condamné à 61 300 € de dommages et intérêts, ainsi qu'à 4 mois de prison avec sursis et la suspension de son permis de chasse par le tribunal correctionnel de Grenoble pour avoir tué le 24 février une femelle pigargue, le plus grand rapace d'Europe, une espèce classée en danger critique d'extinction en France et réintroduite quelques mois auparavant par la LPO. Alors, j'ai 3 petites questions qui en font qu'une. C'est est-ce qu'il y a des abattages de grands tétras ces dernières décennies
qui ne sont pas autorisés, répertoriés, mais que vous avez pu identifier. Est-ce que, du coup, il y a un travail auprès des fédérations et dianes de chasse que vous conduisez? Et enfin, je crois savoir que sur le Grand Tétras, il y a une interdiction provisoire de la chasse. Est-ce qu'elle est en passe de devenir durable ou pas? Voilà. Alors pas de souci. Sur la première question, donc, qui concernait les abattages illégaux de Grand Tétras, évidemment, c'est difficile d'avoir un visu là-dessus, puisque du coup, nous, on n'en a pas connaissance. Il y a quelques événements qui pourraient correspondre à ce genre de choses, mais qui ne sont pas avérés. Donc, effectivement, il y a des choses peut-être un peu bizarres qui se produisent des fois, mais pour autant, on ne peut pas creuser derrière. Je vais répondre déjà à la troisième question qui concernait... L'interdiction durable ou pas? Ah oui, pardon. L'interdiction est effectivement valable pendant 5 ans sur la France au global. Le Grand Tétras est déjà interdit de chasse dans le massif jurassien depuis 1970, et ça, c'est durable. Dans les Vosges, c'est exactement pareil. Par contre, dans les Pyrénées, ça reste effectivement un oiseau qui est chassable, normalement. Donc pour l'instant, il n'y a pas de plan de faire une exception, une protection, une interdiction de la chasse au global très durable, à part ce moratoire. Et puis, par rapport aux fédérations de chasse, vous voyez qu'elles sont présentes dans... elles sont présentes dans notre conseil d'administration, à la fois la fédération de chasse du Doubs et du Jura. Historiquement, c'est les fédérations de chasse qui ont créé le groupe Tétras Jura. C'était un collectif de chasseurs qui se posait la question de comment est-ce que le Grand Tétras et la Géinotte des Bois évoluaient, parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait une diminution de ces espèces-là, puisque c'était les seuls à les suivre. Et puis, au fur et à mesure du temps, le conseil d'administration s'est enrichi de plein d'autres secteurs d'activité du massif jurassien. Et donc, actuellement, ils sont, comme tout un tas d'autres acteurs de la foresterie, enfin de la forêt, pardon, du tourisme, et puis des associations de protection de la nature, des structures de l'environnement dans notre conseil d'administration. Donc, ils font partie de nos partenaires techniques sur certains sujets, et on pousse avec eux ces questions-là sur certains projets. Notamment, on a un projet de globalement meilleure compréhension de ce qui se passe sur le dernier massif où il y a du Grand Tétras dans le Haut-Doubs, et on discute avec la fédération de chasse locale pour pouvoir faire des projets avec eux, comme tout un tas d'autres structures. Merci beaucoup.